Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des 5 principales étapes pour investir dans l'immobilier au Mexique. Si vous êtes toujours intéressé par l'immobilier mexicain, sachez que dans cette vidéo, c'est exactement de cela que nous allons parler, dans le but de vous apporter un maximum d'informations, puisque c'est vraiment un secteur ou même un pays où il est possible de réussir favorablement dans l'immobilier si on investit avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de recul, surtout au début. Si vous êtes intéressé par l'immobilier mexicain, sachez que je vous ai précédemment publié une vidéo sur le même sujet. Si vous êtes intéressé, faites un tour sur la chaîne pour en savoir plus et bien sûr réussir votre prochaine acquisition immobilière. Alors je vous conseille, si vous n'êtes toujours pas abonné, avant de rentrer dans les vifs du sujet de la vidéo, je vous invite tous à activer la cloche de notification, le bouton s'abonner en dessous pour recevoir les prochaines vidéos rapidement et bien sûr vous apporter un maximum de valeur sur des sujets qui vous intéressent tels que l'immobilier, l'expatriation et bien plus encore. Je vous ai également mis à disposition un guide PDF dans lequel vous avez une sorte de résumé de tout le processus pour réussir votre prochain investissement immobilier au Mexique. Si vous êtes intéressé, faites-moi juste un petit mail, vous le trouverez dans la description de la vidéo pour vous faire bénéficier du guide sur comment investir dans l'immobilier au Mexique en tant qu'expatrié. Maintenant, rentrons dans les vifs du sujet pour déjà vous dire, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo sur l'immobilier toujours mexicain, qu'il est possible depuis quelques années d'investir dans l'immobilier en tant qu'étranger. D'accord? Il faut savoir qu'aujourd'hui, la loi mexicaine a autorisé la propriété des biens immobiliers ou l'achat des biens immobiliers par des étrangers, chose qui n'était pas possible il y a quelques années. Mais il faut quand même savoir qu'il y a des conditions à respecter en tant qu'expatrié pour investir ou pour être même déjà en amont autorisé à acheter un bien immobilier au Mexique. Parmi ces conditions, nous pouvons citer entre autres déjà, il faut investir dans des zones bien déterminées puisque vous ne pouvez pas acheter un bien immobilier n'importe où en tant qu'étranger. Au Mexique, il y a bien des endroits qui sont donc des localisations bien définies pour acheter votre bien immobilier. Ça, c'est d'une part. Et d'une autre, vous devez savoir que vous êtes appelé à avoir une autorisation qu'on appelle un accord des fiducies. D'accord, c'est tout simplement un accord qui permet donc aux étrangers de pouvoir acheter un bien immobilier au Mexique et bénéficier des mêmes droits que les ressortissants mexicains. Ça, c'est une chose qui est juste géniale et on constate d'autres avantages qui viennent également s'ajouter à cette autorisation. On va en parler donc dans quelques minutes. Déjà, la zone réglementée comprend des terres situées à moins de 50 km. Il faut savoir que lorsque vous êtes sur le point d'acheter un bien immobilier au Mexique, il y a des conditions, comme je l'ai dit, et parmi ces conditions, vous devez investir dans un bien immobilier dans la distance entre ce bien et la mer. C'est situé à au minimum 50 km du littoral. Ça, c'est d'une chose. Et autre chose, c'est que concernant toujours la distance du bien immobilier, il faudrait également que entre votre bien immobilier et la frontière mexicaine avec un autre pays soit d'une distance d'au moins 100 km. Une fois que vous avez respecté ces deux principales conditions, il n'y aura vraiment pas grand chose en termes donc de réglementation pour que vous ne puissiez pas être en mesure d'acheter votre bien immobilier au Mexique. Pour une petite définition de cet accord des fiducies qu'on appelle un fideicomiso en espagnol, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, donc un accord qui permet ou qui est déjà sanctionné par le gouvernement par l'intermédiaire d'une banque qui autorise donc à un étranger de pouvoir posséder une propriété avec les mêmes droits accordés aux ressortissants mexicains, comme je l'ai dit, avec des coûts, des démarrages et des maintenances qui sont relativement faibles. Il est important que vous sachiez que ces fiducies fonctionnent sur des termes de 50 ans, donc la validité de cette autorisation est donc étalée sur 50 ans et ça peut être renouvelé autant de fois que possible. Vous pouvez avoir également la possibilité de transférer votre bien immobilier à vos enfants, à votre conjoint ou conjointe, aux membres de votre famille ou même à vos amis. Il n'y a pas de limite. Ça, c'est une chose qui est très très important à retenir lorsque bien sûr vous serez sur le point d'investir dans l'immobilier au Mexique. À part ça, nous allons évoluer pour parler d'un autre point, surtout avant d'arriver
aux principales étapes pour acheter un bien immobilier au Mexique, il est important que vous reteniez qu'il y aura plusieurs parties qui vont faire donc, qui vont pouvoir prendre part à votre achat immobilier. Mais avant cela, il faut également savoir que avant de vous lancer dans l'achat de votre maison de rêve ou d'un immeuble d'investissement au Mexique, il est primordial donc de savoir comment acheter déjà votre bien immobilier. Et justement, c'est ce que je dois vous dire. Parmi les parties les parties prenantes de votre bien immobilier, on a l'acheteur qui est vous, la personne qui regardait la vidéo, le futur ou la future propriétaire de votre bien immobilier au Mexique. Et parmi les personnes qui devraient être à votre côté, vous devrez choisir votre représentant immobilier. Donc, je vous conseille aussi de choisir un bon avocat, puisque un avocat sera là dans le but de vous orienter. Il va pouvoir vérifier l'authenticité de tous les documents, que tout est bien correct, que rien ne cache quelque chose de louche, que les documents sont authentiques, que vous devez signer, et là où vous ne devez pas signer, l'avocat sera la personne la mieux placée et la plus expérimentée, puisque je vous conseille de ne pas choisir n'importe qui. Ça doit être un avocat qui a déjà eu à participer dans plusieurs achats immobiliers, et donc forcément il a acquis un minimum de compétences là-dedans pour pouvoir donc vous aider et vous dire là vous ne devez pas signer, il y a de doutes, voici ce que vous devez faire, etc. pour ne pas avoir donc de problème par la suite après avoir acquis votre bien immobilier. Alors là, comme je le disais, la première partie, on parle de l'acheteur qui est vous. Ensuite, naturellement, on parle du vendeur. Donc, il y aura vous et le vendeur. Et pour le vendeur, ça peut être des courtiers immobiliers ou même des individus. Donc, juste une personne qui envisage de vendre son bien immobilier comme on a l'habitude de le voir un peu donc partout. À part ça, on peut également citer une autre partie prenante dans l'achat de votre bien immobilier, puisqu'il y en aura plusieurs. On parle d'un avocat. L'avocat peut être de l'acheteur et du vendeur aussi. Vous pouvez trouver votre avocat, ce que je vous conseille. Le vendeur peut aussi en trouver. Ça ne dépend que de lui. Le notaire public aussi fera partie, puisque le notaire public va être là comme une personne neutre. Elle ne sera ni de votre côté, ni du côté du vendeur, mais plutôt c'est une personne qui est désignée par le gouvernement mexicain dans le but de veiller à ce que l'achat de votre bien immobilier se déroule comme il se doit, qu'il n'y ait pas donc d'ambiguïté. Et enfin, on va parler de la banque fiduciaire, qui est tout simplement une banque mexicaine qui est autorisée par le gouvernement mexicain, et d'ailleurs la personne ou l'entité qui va recevoir l'acte de vente et où vous allez vous rendre pour pouvoir donc finaliser et acquérir votre bien immobilier. Une fois qu'un acheteur a une propriété donc en tête, sachez qu'au Mexique, vous avez la possibilité, une fois que vous avez trouvé un bien immobilier qui vous intéresse, vous pouvez donc faire un petit dépôt, et ce dépôt-là, vous pouvez le faire à partir de 5 000 $ américains. Une fois que vous déposez 5 000 $ américains entre les mains d'un propriétaire, vous allez signer un document dans lequel vous allez pouvoir donc vous exprimer que je compte éventuellement bien sûr acheter ce bien immobilier, et je vais encore réfléchir par exemple 2 semaines, et si je trouve que tout est bon, que tout est à mon avantage, je pourrais acheter ces biens immobiliers. Mais pendant ce temps, je fais un dépôt de 5 000 $ américains pour réserver le prix du bien immobilier, mais pas que ça, bien sûr, pour pouvoir voir si je ne trouverai pas mieux ailleurs. Alors, il faut savoir que cela réserve bien sûr l'unité en question, la première des choses, pour une période allant jusqu'à 30 jours. Donc, vous pouvez réserver votre bien immobilier pendant 30 jours et le prix du bien immobilier va être fixe. Admettons que un propriétaire d'un bien immobilier vous vend il ne va pas vous vendre, vous le rencontrez et que vous mettez d'accord sur un prix bien déterminé. D'accord? Une fois que vous faites ce dépôt de 5 000 $ américains, sachez que quoi qu'il en soit, même si 2 semaines ou 3 semaines plus tard, ce propriétaire change de prix de son bien immobilier, mais vous, ça sera toujours le même prix qui sera marqué sur le document, le même prix sur lequel vous êtes mis d'accord avec ce propriétaire, et ça peut être vraiment à votre avantage, surtout si bien sûr le propriétaire s'est rendu compte que le prix était par exemple beaucoup moins élevé que le valeur réelle du bien immobilier. Alors le dépôt est entièrement remboursable et le client décide bien sûr, si vous en tant que client vous décidez de ne plus acheter ce bien immobilier, le propriétaire devra vous rembourser votre argent, ça il n'y aura pas de problème. Mais si vous ne vous manifestez pas pendant les 30 jours et que au bout de par exemple 32e jour ou 33e jour vous décidez d'acheter le bien immobilier et que le propriétaire pendant ce 3 jours là il a déjà vendu à une autre personne, mais sachez que vous n'avez rien à dire, il pourra vous rembourser votre argent de 5 000 $ américains du dépôt, mais juridiquement vous ne pourrez rien faire puisque
ben, le document donc ne sera valide que pendant 30 jours, comme je viens bien entendu de le préciser. Maintenant, sans plus tarder, nous allons rentrer dans les principales étapes pour acheter un bien immobilier au Mexique. La première est la suivante, on va parler de l'offre initiale, de la négociation du bien et bien sûr de l'acceptation. Tout commence par une offre initiale sur le bien que vous avez choisi. L'offre initiale est très similaire à une attente qu'on appelle promesse d'achat aux États-Unis, surtout chez nos amis les anglo-saxons. Donc on a l'habitude d'entendre parler d'une promesse d'achat. C'est les termes le plus répandus, mais on va l'appeler dans cette vidéo, on va l'appeler une offre initiale, c'est comme ça qu'on l'appelle au Mexique. L'offre initiale ou promesse d'achat si vous voulez, informe donc le vendeur de votre intention de vouloir acheter une propriété en notant qu'elle remplisse certaines conditions, encore une fois. L'allié le plus important d'un acheteur à ce stade est donc son représentant immobilier, comme je viens de le dire un peu plus tôt. Un courtier expérimenté négociera avec le vendeur en votre nom, s'assurera également que tous les accords sont bien entendu signés par écrit et inclura ses ajouts à une offre initiale modifiée. L'enregistrement de tous les détails de l'offre initiale permet d'éviter tout malentendu entre l'acheteur qui est vous, qui regardez la vidéo, et le vendeur sur les termes et les conditions de la vente. Les détails donc pertinents comprennent souvent l'unité, donc le prix de l'unité déjà, le plan de paiement, les conditions de dépôt, je précise, la date limite pour l'acceptation de l'offre par le vendeur, tous les accords supplémentaires tels que par exemple les espaces communs, la grandeur du parking, tout ça, vous allez pouvoir, ou même les armoires, le meuble, tout ce qui se trouve dans le bien immobilier, s'il est meublé par exemple ou à moitié, ben, tous ces détails devront donc figurer dans cette offre initiale qu'on appelle une promesse d'achat, qui est tout simplement un document que vous allez pouvoir rédiger, vous, avec donc le vendeur, avec la compagnie bien sûr de votre avocat ou de vos avocats, chacun aura son avocat bien sûr, dans lequel vous allez exprimer votre souhait d'acheter ce bien immobilier. Toutefois, ça ne veut pas non plus dire que vous serez dans l'obligation de l'acheter, mais vous allez quand même dire que je suis intéressé et je veux pouvoir l'acheter. Ça, il y a quand même une certaine assurance à plus de 50%. Vous allez signer, le propriétaire va également signer, mais vous pouvez toujours changer d'avis, comme je viens de le dire. Et dans ce document, il faudra qu'il y ait des points clés tels que le prix de l'unité déjà, le plan de paiement, les conditions de dépôt, la date limite de l'acceptation de l'offre. Par exemple, ben, je compte acheter ce bien immobilier et entre donc aujourd'hui et le mois prochain. Donc vous allez bien définir les dates pour pouvoir donc vous manifester. Si vous ne vous manifestez pas, le propriétaire peut toujours vendre son bien immobilier à la personne qui bien sûr lui paraît le plus intéressant. Alors la deuxième étape, à part l'offre initiale, on va parler du contrat d'ordre. C'est sûrement la première fois que vous entendez parler de cela, alors ne vous en faites pas, je vais pouvoir vous le détailler tout de suite là, suite à l'acceptation de l'offre initiale, comme je viens de le dire un peu plus tôt, par le vendeur, qui est souvent donc un représentant de l'entreprise de construction, connu sous le nom de courtier principal. L'étape suivante est donc d'exécuter bien entendu le contrat d'ordre qu'on appelle en espagnol le contrato de promesa de compra-venta. C'est tout simplement un document qui va pouvoir définir un délai donc pendant lesquels vous, l'acquéreur et le vendeur, vous allez vous convenir d'exécuter le contrat d'achat. Ce n'est pas un document final, mais il est juridiquement contraignant. J'attire votre attention lorsque vous serez à cette deuxième étape. Lorsqu'on parle d'un contrat d'ordre, il faut savoir que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Déjà, concernant une promesse d'achat, il faut être très pointueux, très vigilant sur ça. Et lorsque vous allez passer à la deuxième étape pour pouvoir signer un contrat d'ordre, vous devez également doubler de vigilance puisqu'on parle quand même du Mexique. Je ne dis pas que c'est un pays un peu risqué en matière d'investissement, mais tout peut arriver. Vous pouvez tomber entre des mauvaises mains, des personnes qui sont peut-être mal intentionnées, qui vendent des biens immobiliers déjà vendus il y a 2 semaines plus tard, ou il y a un mois plus tôt, pardon. Donc si vous achetez un bien immobilier vendu un mois plus tôt, vous risquerez de vous mettre dans des problèmes. Voilà, à part ça, il y a beaucoup de raisons qui doivent vraiment vous pousser à être vigilant. Vous devez trouver un bon avocat, d'autant plus que vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas. Donc vous devez vous faire accompagner par des personnes qui connaissent bien le secteur, des bons agents immobiliers. Si vous êtes donc à la quête de ces genres de personnes, moi je peux vous mettre en relation. Vous pouvez juste me contacter, mon mail est dans la description de cette vidéo en dessous. Donc le contrat d'ordre décrit tous les détails de la transaction une fois que les négociations vont pouvoir donc terminer. Considérez-le comme la version papier de la première étape qu'on vient
de voir un peu plus tôt. Il faut savoir que donc le contrat d'ordre est assez contraignant juridiquement, donc il faut faire très attention comme je viens de le dire, puisque si tout tourne mal, si tout arrive en justice, si vous n'avez pas raison en tant que le futur propriétaire du bien immobilier, ça peut donc engendrer des pénalités, il faut donc l'éviter. Votre avocat, donc un allié important, alors que le courtier immobilier travaille directement avec le vendeur à propos des différentes négociations, qu'il possède la plus grande expertise en matière d'immobilier, votre avocat que vous allez pouvoir choisir vous assurera que chacun des détails, compris dans la vente, bien sûr, dans le processus de vente, sont donc exemptes de toute erreur juridique, je précise, que toutes les clauses sont bien entendu exécutoires et vous permettra bien entendu d'être en possession de force pour pouvoir finaliser la transaction. Votre avocat, comme je l'ai dit, va pouvoir veiller à ce que, déjà d'une part, les documents soient authentiques, et d'une autre qu'il n'y ait pas d'erreur donc juridique, que tout soit vraiment bien clean, si je peux le dire comme ça, avant de pouvoir aboutir donc à l'achat du bien immobilier. Avoir un avocat sur place est donc indispensable à partir de la troisième étape. À partir de la deuxième plutôt. La troisième étape qu'on va voir tout de suite là, c'est la création de la fiducie. Alors la fiducie, c'est sûrement la première fois, encore une fois, je viens de le définir, hein. Je l'ai déjà défini dans la précédente vidéo, mais c'est tout simplement une autorisation, pour être plus simple, une autorisation qui permet à un étranger de pouvoir investir dans un bien immobilier comme s'il était un Espagnol, comme s'il était plutôt un Mexicain, bon, on parle espagnol là-bas, mais voilà, vous allez pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les ressortissants mexicains en bénéficiant bien sûr, en obtenant cet accord des fiducies qui est très important, puisque si vous ne l'avez pas, sachez que vous n'aurez pas la possibilité d'acheter un bien immobilier au Mexique en tant qu'étranger. Alors cette étape, qui est la troisième d'ailleurs, 3 étapes sont donc à suivre pour créer une fiducie avant d'acheter un bien immobilier en tant qu'étranger au Mexique. La première étape, c'est donc de pouvoir demander et obtenir le permis qui sera donc approprié auprès du ministère fédéral des Affaires étrangères, s'inscrire également au registre public de la propriété et enregistrer au registre bien sûr national des investissements étrangers. La deuxième étape, c'est mettre en place un testament mexicain. Certains pourraient se dire pourquoi mettre en place un testament mexicain? C'est tout simplement dans le but de définir bien sûr votre successeur si vous n'êtes plus en vie, puisque tout peut arriver. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse donc qui puisse prendre votre bien immobilier, un nouveau successeur qui peut être votre fils, votre conjoint ou conjointe, n'importe qui. C'est à vous de le désigner, comme je l'ai dit en début de la vidéo. Et enfin, la troisième étape est tout simplement de créer la fiducie, tout simplement. 3 étapes donc mentionnées pour pouvoir arriver à cette fin. Dans cette étape, un acteur majeur va donc intervenir, et ce sera donc un notaire public qu'on appelle notario publico au Mexique plus précisément. Alors c'est tout simplement, comme je l'ai dit, hein, un notaire public est un parti neutre, un représentant de la loi nommé par le gouvernement et qui va pouvoir agir en son nom. Une fois l'offre initiale établie, la responsabilité d'un notaire public sera donc de pouvoir s'assurer que le titre de propriété est exempt des privilèges, ça c'est la première des choses, mais aussi des charges ou des dettes de quelque nature que ce soit. Le notario publico ou encore un notaire public est également chargé de pouvoir s'assurer que la propriété est bel et bien enregistrée et de calculer toutes les taxes foncières avant de pouvoir vous permettre donc d'acheter ce bien immobilier. Un bon courtier immobilier ainsi que votre avocat vous recommanderont de mettre en place un testament mexicain dont le but principal est de définir clairement les héritiers de la propriété en simplifiant au maximum grandement le processus de transmission en cas de décès. Celui-ci est différent de votre testament canadien, américain ou européen, africain, je ne sais pas où est-ce que vous me suivez exactement, puisque sur cette chaîne, on a des abonnés d'un peu partout. Le plus important dans tout cela, c'est que ça sera différent de ce que vous connaissez comme démarche dans votre pays, puisque au Mexique, c'est beaucoup plus simple de prendre son bien immobilier et de se dire du jour au lendemain, je veux le transférer à mon fils, je veux le transférer à un ami ou à une amie, à n'importe quelle autre personne, en tout cas de votre choix.
Au Mexique, ça se passe vraiment très simplement. Il y a 2-3 documents à signer et le tour est joué, le bien est transféré. Ça, c'est une chose très importante. À ces stades, il faut savoir que les deux parties impliquées sont prêtes à poursuivre le processus d'achat. Là, je vois l'acheteur qui est vous, ainsi que le vendeur. Avec un contrat à ordre signé, les permis appropriés et les enregistrements effectués, votre avocat est maintenant prêt à contacter la banque impliquée pour faire donc la demande de création de la fideikommiso ou encore l'accord des fiducies. Alors la quatrième étape, puisqu'on arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo, est donc la prise de possession. Comme vous l'entendez, ça veut tout simplement dire que vous allez prendre en possession votre bien immobilier. Au cours de cette étape, vous allez effectuer votre dernière visite virtuelle du bien immobilier afin de s'assurer que tout est toujours comme le premier jour où vous l'avez visité, que rien n'a changé, que la porte d'à côté est toujours là, en place, que les installations électriques sont correctes, que tout est bien, que rien n'a changé, le bien immobilier est toujours en très bon état. C'est la toute dernière visite avant de pouvoir signer les papiers et bien entendu avoir donc la possession de votre bien immobilier. Après avoir été assuré que celle-ci correspondent à toutes vos attentes, vous signerez un bordereau de livraison qui confirmera la date de livraison officielle de votre propriété. Il est important de noter qu'au Mexique, la propriété est livrée avant que le titre soit transféré donc à votre fideikommiso, accord de fiducie, je précise. Le transfert n'aura lieu qu'à la 5e étape, la raison pour laquelle vous ne recevez pas le titre en premier est que, en vertu de la loi mexicaine, une unité immobilière à vendre ne peut en aucun cas être livrée que la construction de l'ensemble du bâtiment, notamment de toutes les unités qu'il contient. Là, on va parler des pièces, du bien immobilier, etc. Tout le détail n'est pas du tout considéré comme officiellement terminé. Ce n'est qu'une fois la construction du bien terminée, d'accord, que vous allez pouvoir recevoir le certificat de ville nécessaire au transfert de propriété qui sera donc effectué par le notaire public qui délivrera aussi les titres de chacune des unités du bâtiment afin que tout se passe comme il se doit. Pour cette raison, un représentant immobilier avisé aura donc le rôle de pouvoir structurer le contrat d'ordre le plus tôt possible dans le processus de façon à remédier bien sûr à ce retard intégré en incluant entre autres une clause qui oblige vous l'acheteur qui regardez la vidéo à ne payer uniquement que lorsque le bien immobilier ou à ne payer que 90% du coût de vente du bien immobilier, mais aussi en se rassurant que celui-ci est en très bon état, jusqu'à ce que le titre bien sûr vous soit délivré. C'est à ce moment-là que vous allez payer le 100% du montant de la vente du bien immobilier. Avant ça, vous n'êtes plutôt appelé qu'à payer 90% du prix de vente du bien immobilier, car cela permet de s'assurer que tout le monde reste donc sur la même longueur d'onde et va pouvoir garantir bien entendu le respect des différentes exigences de clôture pour chacune donc de parties prenantes. La 5e étape et la toute dernière, on va parler de la clôture, autrement dit la convention des fiducies irrévocables. À ce stade, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Si à cette 5e étape vous changez d'avis, on ne sait jamais, tout peut arriver, mais si vous ne voulez plus acheter votre bien immobilier alors que vous avez déjà signé donc l'acte de vente, sachez que vous allez être dans l'obligation de finaliser le tout puisque vous ne pouvez plus faire marche arrière au bout de la 5e étape. Une fois que tous les documents de clôture préparés, vous recevez un avis qui vous informera de la date d'échéance pour les frais de clôture finaux. Après avoir donc payé la taxe d'acquisition ainsi que les autres frais connexes, toujours liés à l'achat de votre bien immobilier, les titres sera donc transférés à la banque comme on a vu un peu plus tôt. La banque va aussi jouer un rôle dans le processus d'achat de votre bien immobilier. Une fois le coût complété, le registre public local émettra donc l'acte de vente tout simplement. Félicitations, à ce niveau, vous êtes propriétaire de votre bien immobilier au Mexique et ça c'est officiel. Les endroits donc à investir. Je peux vous recommander d'investir par exemple dans des endroits si vous avez le projet d'acheter un bien immobilier dans le but de le louer pour des saisons, de courtes saisons, donc on appelle ça une location saisonnière, notamment aux touristes, aux étrangers, aux étudiants, donc qui ne vont pas prendre le bien immobilier pour plusieurs années. Donc, je vous conseillerais de choisir des villes où il y a l'afflux touristique.
pour les étudiants, choisir des villes où il y a des grandes universités qui attirent pour la plupart du temps, bien sûr, les étudiants étrangers. Alors pourquoi il faut viser la location courte durée? D'une part parce que déjà ça permet de garder le bien immobilier en bon état, d'une autre la rentabilité elle est toujours présente et vraiment donc très haute au Mexique. Le tourisme est vraiment en constante évolution chaque année. On constate que le tourisme bat son plein et puis il fait chaud toute l'année, donc il n'y aura pas une baisse de tourisme à un moment ou à l'autre. D'accord, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, vous pouvez mettre votre bien immobilier sur Airbnb, ça va tourner pratiquement en automatique et si vous faites le calcul, si vous avez 4 ou 5 personnes qui occupent le bien, ben sachez que ça va vous prendre, donc ça vous donnera bien plus de rentabilité que si vous le louez à une seule personne pendant une très longue durée. Après c'est à vous de voir, vous avez vos objectifs. Si vous voulez bien sûr louer, faire du classique, prendre un bien immobilier et le mettre en location à un particulier, pour le louer à très longue durée, c'est à vous de voir. Si c'est à courte durée, c'est aussi à vous de voir. Je vous conseille, moi, c'est la courte donc durée, la location saisonnière. Et deuxièmement, investir dans l'immobilier commercial, comme par exemple louer son bien immobilier à des restaurants, à des magasins, louer donc acheter par exemple un entrepôt et le diviser pour louer à des entreprises, parce que ça garantit également la rentabilité. Une entreprise ne va pas déménager tous les 5 ans ou tous les 2 ans. Il va pouvoir garder donc une adresse fixe pendant de nombreuses années, ce qui va garantir un vrai cash flow. Et vous, en tant que propriétaire, vous allez vous réjouir de votre bien immobilier si c'est la rentabilité que vous attendez, si ce n'est pas une résidence secondaire que vous comptez donc acheter au Mexique. J'espère que la vidéo vous a été très instructive. Si vous l'avez aimé, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous massivement en activant la cloche de notification. Si vous êtes également intéressé par un accompagnement, je vous ai mis à disposition un guide PDF dans lequel vous avez toutes les informations sur comment réussir à acheter un bien immobilier au Mexique, comment trouver le bien immobilier rentable. Vous les avez tous en tout cas dans un seul et unique bouquin. Si vous voulez en bénéficier, mon mail est dans la description de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.